Bienvenue au balado Sciences humaines. Je me nomme Zach Rindeau et je serai l'animateur aujourd'hui. Je suis avec. Raphaël Constantini. Et Zachary Simard. Le premier sujet de cette balado-diffusion est le Troisième Reich et le mouvement nazi porté par Hitler et son parti. Zachary Simard nous le présente. Comment le parti nazi est-il arrivé au pouvoir? Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été plongée dans une instabilité politique suite au traité de Versailles qui leur a été imposé. Ce traité-là leur a enlevé plusieurs territoires et donc plusieurs accès aux ressources naturelles qui étaient disponibles dans ces territoires-là. Ça a été vraiment très important pour les partis qui se présentaient aux élections dans ce temps-là de mettre ça prioritaire, de rembourser la dette de 250 milliards que le traité de Versailles leur a imposé. Et c'est en partie pour ça que Hitler a été mis au pouvoir en présentant ses intérêts envers l'Allemagne pour venir en aide après le traité de Versailles. La situation économique du pays est comment à l'époque? À l'époque, c'est basé beaucoup sur la création d'emplois, sur le capitalisme surtout en général. Mais Hitler avait vraiment une vision d'aller directement en guerre. Il a toujours eu cette vision-là, aussitôt qu'il est rentré pour se faire élire. Quand il est rentré à la tête de l'Allemagne, sa vision était vraiment claire. C'était la guerre à tout prix pour lui, pour retrouver ce qui leur a été enlevé après le traité de Versailles. Pourquoi ils ont déclaré la guerre et envahi la Pologne? Donc, ils ont envahi la Pologne, justement, parce qu'avec le traité de Versailles, c'est la Pologne qui leur a été enlevée. Et puis, c'était ceux qui étaient le plus simple pour retourner en guerre, envahir la Pologne, essayer de reprendre, et après ça, ça s'est fait vraiment très simplement. Déclaration de la guerre, Seconde Guerre mondiale, ça a mobilisé plusieurs pays, la France, la Grande-Bretagne, même jusqu'en Amérique du Nord, au Canada. Ça a mobilisé tout et on est rentré en guerre mondiale dès 1939. C'est maintenant ce qu'on sait aujourd'hui. Merci à Zach Simard pour cette belle présentation. Le deuxième sujet est tout aussi intéressant, la Coupe du Monde 2022. Elle sera présentée par Raphaël Constantini. On peut dire que le choix du Qatar n'était pas unanime pour organiser la Coupe du Monde. Ouais, en effet, il y a eu plusieurs protestations avant la Coupe du Monde, juste avant les premiers matchs pour un mouvement de boycott parce que le choix du pays hôte n'était pas supposé d'être le Qatar au début, c'était supposé d'être les Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis et Mexique, comme on l'a en 2026. Mais quand que c'est le temps de choisir le pays, il y a eu la FIFA a décidé de le mettre au Qatar pour mettre en avant le football du Moyen-Orient. Merci à toi, Raphaël Constantini, c'était vraiment intéressant. Le Qatar n'est pas irréprochable au niveau des droits. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en effet, lors de la construction des infrastructures pour la compétition, il y a eu les conditions de travail des travailleurs qui venaient plutôt des pays de l'Est de l'Asie n'étaient pas vraiment respectées. Ils travaillaient dans de grosses chaleurs avec des longues heures. Des fois, il y avait pas d'eau du tout. Fait que, ouais, il y a eu un manque euh, de droits au ce niveau-là aussi. Sinon, il y a aussi la situation des droits des femmes aussi dans ce pays-là, c'est pas beaucoup respecté. Les normes et les valeurs c'est pas les mêmes que nous, donc ça a fait beaucoup de scandale et ça fait partie des raisons pourquoi on voulait boycotter cet événement-là. Les infrastructures, ils émettaient des gaz à effet de serre parce que là-bas, il y a eu beaucoup, beaucoup de chaleur. C'est pas le même climat qu'on retrouve dans les pays normaux qui accueillent la Coupe du Monde. Fait que ça, il y a eu beaucoup de, de gaz à effet de serre pour, mettons, la technologie pour refroidir tout ce qui est le stade et les infrastructures pour les joueurs et etc. aussi. Parfait. Nous sommes rendus au segment Bombes et ballons. Mais c'est quoi le lien qui unit la Seconde Guerre mondiale et la Coupe du Monde? Ben, tout d'abord, c'est sûr que le lien est plutôt facile. C'est avant tout mondial, international. Tu sais, la Coupe du Monde, ça rassemble tous les pays. La dernière Coupe du Monde, je crois qu'il y avait 36 pays. En 2026, on va être rendu à 48. C'est 48 pays qui se retrouvent le temps d'un mois, un mois et demi, pour se rassembler, puis partager la même passion pour le foot. Puis tu sais, la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr que ça saute aux yeux. Ça mobilise vraiment tout le monde. Comme j'ai dit tantôt, c'est aussi autour de l'Europe où ça a commencé avec l'Allemagne qui a envahi la Pologne, mais c'est aussi de l'Amérique du Nord, le Canada qui est venu en aide
la mère patrie, la Grande-Bretagne. Ça a vraiment mobilisé tout le monde et c'est ça qu'on retrouve aussi dans la Coupe du Monde 2022 et la Coupe du Monde en général. Il y a aussi la Coupe du Monde et tous les grands événements internationaux. Ça va être pour aussi la paix dans tout le monde aussi. Ça aide à garder la paix, à avoir des bonnes relations entre pays aussi. Puis mettons que ça donne aussi des rivalités politiques aussi. Mettons, si je parle de la guerre en Russie puis en Ukraine, la Russie est maintenant bannie de plusieurs compétitions internationales pour avoir envahi l'Ukraine. Donc, c'est un bon exemple de comment le sport peut être important à l'international aussi. Puis on a aussi, tu sais, l'aspect économique de tout ça. Dans le régime nazi, ça a créé beaucoup d'emplois. Il y avait beaucoup de postes à combler. Et puis la Coupe du Monde aussi, là, ça a rajouté des emplois pour construire les infrastructures. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes nécessaires pour la construction. C'est sûr que dans ce niveau-là, ça se rejoint aussi. D'accord, maintenant on comprend mieux le lien entre les deux sujets. Maintenant, nous sommes rendus au segment Fait cocasse. Raphaël, raconte-nous un peu plus sur la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Zach. Ouais, en gros, le temps de construction pour toutes les infrastructures a été fait entre 2010 et jusqu'à 2022, peu avant le début de la Coupe du Monde. Il y a aussi eu les travailleurs au Qatar, c'était c'est majoritairement des étrangers. Fait qu'il y avait pas beaucoup de personnes des Qataris qui travaillaient là-bas. Ensuite, sur la facette économique, il y a eu la Coupe du Monde aurait généré au-dessus de 7,5 milliards de dollars US. C'est à peu près, c'est le plus gros nombre que la Coupe du Monde a jamais enregistré dans son histoire. Puis la finale de la Coupe du Monde, c'était l'événement le plus regardé de l'histoire en avant du Super Bowl puis de la Coupe Stanley, par exemple. Maintenant, géographiquement parlant, mettons, le climat, il était beaucoup plus chaud, comme j'avais dit tantôt. Il était vraiment plus différent que les autres, fait qu'il faisait vraiment beaucoup plus chaud. Fait que, vu que l'été, il faisait beaucoup trop chaud, ben, on a déplacé les dates de la Coupe du Monde normalement pour la mettre plus tôt, à peu près vers dans l'hiver, début hiver au printemps. Super, ce sont des faits très intéressants. Après la transition sonore, on se retrouve pour le segment Les horaires sur le terrain. Bienvenue dans le segment Les heures sur le terrain. À ma connaissance, ces sujets ne sont pas tout roses, surtout la guerre. Expliquez-nous. Oui, c'est sûr que la Seconde Guerre mondiale a beaucoup plus de côté sombre et dommageable pour le monde que de côté plus rose. C'est sûr qu'en effet, le parti nazi a vraiment beaucoup des idées très radicales envers les Juifs. Dans le temps où on créait beaucoup d'emplois, les Juifs, eux autres, se sont fait refuser à cause d'une politique de discrimination des postes moins valorisés dans la société allemande. Et ils ont donc accédé aux postes plus lucratifs, plus mieux placés dans la société, comme des directeurs généraux d'entreprise ou des propriétaires même. Et c'est sûr que ça a fait grandir la colère des nazis et puis la haine envers les Juifs qu'on sait tous où elle va mener. Et puis c'est sûr que Hitler a passé son temps à vouloir éradiquer les Juifs qui faisaient pas partie de sa race aryenne, qui étaient donc les blonds aux yeux bleus qu'on connaît. Et puis c'est sûr que c'est de là que ça vient, tu sais, que les Juifs ont accédé à les meilleurs postes. Et après ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, afin d'accéder à ce qu'il voulait, Hitler a fait mettre sur pied des camps de concentration, des camps de mise à mort. C'est sûr que ces camps de concentration-là, ces camps de mise à mort-là ont beaucoup aidé à Hitler pour atteindre son but, faisant de millions de morts. Malgré qu'il y en a qui s'en sont sortis, la majorité des Juifs sont donc morts dans ces camps de concentration-là, dans ces camps de mise à mort. Et c'est sûr que ces aspects-là, c'est vraiment pas tout rose.
C'est pas juste une histoire de politique économique ou de remettre sur pied l'Allemagne. Ça a été beaucoup plus que ça. Ça a été beaucoup plus dommageable pour une race. C'est sûr que là, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus sombre que tout rose. Pour le côté de la Coupe du Monde, en effet, oui, avec les conditions de travail qui étaient vraiment terribles, pour vrai, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes sur les terrains de construction pour les infrastructures de la Coupe du Monde. Euh, tu sais, le Qatar qui voulait accueillir ce gros événement-là avec les valeurs et les normes qu'ils ont dans leur pays, c'était pas beaucoup protégé pour les travailleurs qui venaient surtout de l'étranger. Fait que, tu sais, la FIFA, en fait, le Qatar a envoyé des contrats pour les infrastructures construites aux compagnies. Les compagnies avaient carte blanche pour la construction et comment ils traitaient leurs employés. Donc, il y avait vraiment aucune limite. Fait que, ouais, il y a eu beaucoup de morts sur la construction. Puis, grâce aux conditions de travail qui étaient vraiment déplorables. Donc c'est sûr qu'on se rejoint sur ce point-là. Beaucoup de morts du côté de la guerre, aussi beaucoup de morts côté qatari, même si c'est pas la même ampleur. C'est sûr que les deux sujets se rejoignent là-bas. Pour partir sur des bases plus joyeuses, nous passons au segment Questions pour un champignon, où je poserai des questions aux deux participants sur le sujet de l'autre. Pour commencer, je vais poser une question à Zaximar. Vrai ou faux, l'Allemagne est bannie depuis 1955 de toute compétition. J'imagine qu'après toutes les atrocités qu'ils ont faites pendant le Troisième Reich et la Seconde Guerre mondiale, je me vois mal dire qu'ils seraient pas bannis. En fait, Zach, ils sont pas bannis des événements internationaux comme sport, comme la Coupe du Monde. En effet, ils ont même gagné la Coupe du Monde en 2014, l'Allemagne. Dommage, Zaximar. Peut-être tu pourras te rattraper sur la prochaine question. Qui est à la tête de l'Allemagne? Hitler! Non, je parlais de soccer. C'est Julian Nagelsmann, en fait. Ah man, je pensais que c'était le dictateur que tu voulais parler, pas de l'entraîneur de soccer. Ça aurait été beaucoup plus simple dans ce temps-là. Si tu m'avais laissé finir ma question, tu aurais su que je voulais parler de l'équipe de soccer. Ce n'est pas grave, on va passer au sujet que tu connais plus et on va poser les questions à Raph. Donc Raph, quel pays l'Allemagne a-t-elle envahi en 1939 et qui a poussé la déclaration de guerre? La Hongrie. Raph, si t'avais écouté plus tôt, quand je l'ai dit dans ma présentation du sujet, c'est la Pologne qui a envahi l'Allemagne afin de reprendre ce qui leur était dû après le traité de Versailles. Ah merde, excuse-moi, j'avais mal écouté. D'accord, Raph, rattrape-toi sur la prochaine question. Quel est le nom du camp de concentration le plus connu? Auschwitz. Mais c'est une bonne réponse. La première bonne réponse de ce quiz, c'était vraiment Auschwitz, le camp de concentration le plus connu et qui a fait donc le plus de morts. Après cette nouvelle transition sonore, on passera au segment Battre ou se débattre, où nos deux participants vont débattre sur des sujets chauds. Le premier débat de ce segment Battre ou se débattre portera sur un pays sous guerre devrait-il avoir le droit d'accueillir ou de participer à la Coupe du Monde? Si je pouvais commencer, moi je suis vraiment très contre l'idée d'accueillir dans un pays qui est en guerre. On peut avoir l'exemple de la Russie, de l'Ukraine. Euh, c'est vraiment pas un pays qu'on pourrait accueillir des événements internationaux comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques. Tu sais, l'essence même du sport, on a traité un peu plus tôt avec Raph aussi, que c'était des événements pour se rapprocher. C'est sûr que si c'est des événements qui se font dans des pays en guerre, euh, on n'est pas vraiment là. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Raph, sur ce sujet-là. Je suis un peu d'accord avec toi, mais moi je dirais que tu sais, on devrait être capable les pays en guerre devraient être capables d'accueillir ou de participer aux compétitions sportives ou internationales tout court. Parce que j'ai envie de te dire que c'est pas les participants comme les joueurs pour la Coupe du Monde, c'est pas vraiment eux qui décident d'être en guerre ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, les meilleurs joueurs de chaque pays se représentent pour prouver que c'est les meilleurs pays, puis on veut avoir les meilleures compétitions possibles. Fait que je pense que si un pays est en guerre avec des très bons joueurs, ben je trouve que la Coupe du Monde perd un peu
sa signification parce que il y a certains bons joueurs qui vont pas être là pour pouvoir en découdre avec les autres bons joueurs de chaque pays. Fait que moi, selon mon point de vue, je pense qu'on serait capable de laisser accueillir ou juste de laisser tout court participer les pays en guerre, en fait. C'est sûr, mais tu sais, est-ce que finalement, les athlètes qui, tu sais, c'est sûr qu'ils se pratiquent toute leur vie pour ça, c'est sûr que c'est un peu dommage de comme les empêcher de faire les Jeux olympiques ou des compétitions en tout genre, alors qu'ils s'entraînent toute leur vie, qu'ils mettent leur corps en danger, qui des fois voient pas leur famille pendant plusieurs mois, plusieurs semaines pour se pratiquer, se consacrer uniquement à leur sport. Mais tu sais, si on a des joueurs qui véhiculent ces idées-là, on voit ça des fois dans les équipes sportives, au soccer aussi, que ils se parlent pas, il y a un peu une tension, tu le vois quand même s'ils ont peut-être pas les mêmes idées, mais on voit que il y a un peu de tension, tu sais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même accorder ce droit-là, même si on voit vraiment que les Jeux olympiques ou de quoi dans le genre, c'est vraiment pour la paix, s'il y a des tensions un peu entre les joueurs, même s'ils véhiculent pas ces idées-là, toi t'en penses quoi, tu sais? Ben moi je pense que ces cas-là, c'est du cas par cas, j'ai envie de te dire. Parce que je pense que dans un pays, il y a plusieurs personnes qui veulent jouer plus que de véhiculer des idées politiques ou des idées qui peut être, je sais pas, controversées, mettons. Mais je pense que ce serait du cas par cas pour des joueurs, en fait. Je pense pas que tu devrais pénaliser une équipe ou un pays au grand complet pour des personnes qui ont des pensées qui diffèrent et un peu controversées face à certains pensées fondamentales, comme, mettons, les guerres et comme on peut le voir en Russie, mettons, ou comme qu'on aurait pu voir durant la Deuxième Guerre mondiale, selon qu'on peut aussi dire que durant la Deuxième Guerre mondiale ou un peu avant, il y a eu aussi les Jeux olympiques de Berlin et ça n'a pas empêché certains pays à boycotter cette compétition-là, mais il y a eu certains pays comme les États-Unis qui ont laissé ces athlètes aller compétitionner pour prouver que c'était les meilleurs au monde. Donc moi je pense que c'est du cas par cas, on peut gérer ça selon comment que les joueurs sont avec les idées que les pays véhiculent, mais c'est ça, je pense que on pourrait très bien gérer cette situation-là. Dans un sens, tu sais, on peut faire participer les joueurs, les athlètes, c'est sûr que ça se fait. Je comprends aussi que normalement les athlètes ils véhiculent peut-être pas les mêmes idées. Tu sais, on a tu sais, en Russie ou quoi qui véhiculent des idées très radicales. On a aussi tu sais, Hitler qui a eu des pensées très radicales. C'est dur de savoir c'est quoi qu'ils pensent les athlètes de ça. Mais tu sais, les faire participer, c'est une chose, ça peut se faire, c'est sûr. C'est sûr que ça garde ça dans l'essence même du sport. Mais tu sais, si on laisse accueillir, par exemple, la Russie ou directement en Ukraine des Jeux Olympiques et que la guerre est toujours là, toujours à chaque jour, il y a des guns, est-ce que ça brime pas un peu, tu sais, de la sécurité puis des athlètes en général, tu sais? Ah, c'est sûr, c'est sûr que c'est pas un bon environnement pour pratiquer ce sport, c'est sûr que mais en même temps, c'est sûr que je disais, c'est le du cas par cas. Je pense que si un pays est en guerre, je pense qu'il devrait pouvoir laisser ses athlètes compétitionner, mais je ne pense pas qu'il devrait accueillir une certaine un événement international comme ça. Ça peut mettre en risque la santé, la sécurité, tant que par les athlètes que par les fans qui viennent voir cette cet événement-là, parce que oui, on parle pas beaucoup des touristes, mais c'est eux autres qui vont faire rouler un peu la compétition. C'est eux autres qui vont venir alimenter tout ce qui est les dépenses du pays qui accueille ça. C'est eux autres qui vont venir enclamer leurs meilleurs joueurs, leurs joueurs favoris aussi. Les pays, ils veulent que tout le monde puisse supporter leur pays parce que c'est une fierté de pouvoir être dans cette compétition-là parce que souvent c'est des qualifications et leurs pays ont pu se qualifier pour, mettons, la Coupe du Monde. Mais je pense que si on revient à la question, je pense que si on devrait laisser au minimum les pays en guerre pouvoir participer, mais ne pas pouvoir les accueillir, ça serait une bonne démarche. Et l'équipe, Tu sinon. sais, tu parlais justement des spectateurs, c'est ceux qui viennent faire des dépenses, qui achètent les billets, qui financent un peu, tu sais. Justement, financer cette Coupe du Monde-là, c'est sûr que ça prend des dépenses du pays, mais est-ce que dans tous les cas, il va avoir des retombées économiques positives pour ce pays-là? Est-ce qu'après ça, en la laissant accueillir, tu sais,
on financerait pas la guerre finalement, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut dans tous les cas. Fait que, tu sais, la conclusion qu'on peut juste se donner là-dessus, c'est que laisser participer, c'est un bon compromis. L'accueillir, c'est peut-être vraiment moins ça pour tout ce qui est l'essence même du sport. On va peut-être laisser ça hors des pays en guerre. Vous parliez de spectateurs et d'argent pour vous. Le but des événements sportifs, c'est le divertissement ou seulement les retombées d'argent? Ben, moi, je peux commencer, tu sais, je pense vraiment que les événements sportifs, tu sais, avant tout, c'est très sport, tourner très sport, c'est sûr, mais très divertissement aussi, plus pour les spectateurs et tout ce qui entoure ça, tu sais, je veux dire, là, il va y avoir la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis, au Mexique, tu sais, c'est surtout de faire venir les meilleurs joueurs de la planète pour les, euh, les téléspectateurs, les personnes qui vont au stade, tu sais, c'est sûr que là, t'apportes la crème de la crème des joueurs devant eux. C'est avant tout le divertissement. Oui, il y a des frais associés à ça, mais quand c'est dans ton pays ou autour de ton pays, c'est moins dur d'aller voir ça, de donner d'aller là puis de te divertir. Tu sais, je sais pas ce que t'en penses toi, Raph, là, mais Mais non, mais moi, je suis plutôt sur le côté du capitalisme. En fait, je pense que l'événement est avant tout un, euh, un objectif capitaliste pour un pays de pouvoir accueillir la Coupe du Monde. Je pense que si c'est pour juste accueillir pour voir euh, l'événement chez eux par eux-mêmes, je pense que ça serait mentir. Je pense qu'ils font ça plus pour l'argent, sinon ça serait pas assez rentable. Il y aurait aucun pays qui voudrait le faire si ça serait pas assez rentable. C'est pour ça, fait qu'on tantôt quand que j'ai dit que c'était la plus grosse groupe en 2022, c'est la plus grosse Coupe du monde en termes de revenus, c'est sûrement ça que les pays autres recherchent, la visibilité plus euh, ouais, une économie plus poussée, j'ai envie de te dire. Fait que oui, en effet, les gens ils veulent voir les meilleurs joueurs compétitionnés entre eux ou ensemble. Mais avant tout, je pense que pour que ça soit rentable pour le pays hôte, je pense que c'est avant tout un événement purement pour le capitalisme. mais tu sais, toi qui as fait un peu des recherches là-dessus, tu sais, je veux dire, les prix des billets, oui, c'est peut-être autour des 250, 300 peut-être pour une game. Ça augmente, c'est sûr, dans les phases à élimination directe. Mais tu sais, c'est comment ils font vraiment leur revenu, parce que là, tu sais, je veux dire, oui, c'est 250 pour aller voir un match, mais tu sais, je veux dire, tu construis des infrastructures, justement, le 14, ça a pris 10 ans à construire des infrastructures. Comment ça devient vraiment rentable à ce point-là, tu sais, c'est vraiment tourné capitalisme. Ben, tu sais, on parle de tout aussi, les billets, oui, dans la phase préparatoire, la phase de groupe, les billets étaient pas tant chers que ça comparé aux autres matchs, mettons, comme les huitièmes de finale et les quarts de finale, et etc., jusqu'à la finale. Les billets, ils augmentaient beaucoup parce que la demande était énorme. Donc, ils ont tiré profit de ça aussi. Les infrastructures qu'ils ont construites, c'était avant tout pour le tourisme, pour avoir des hôtels, pour avoir des restaurants. Ça a aussi fait rouler l'économie locale aussi pour nourrir toutes ces personnes-là. Il y a aussi, mettons, la nourriture dans les stades, tout pour accueillir la compétition. C'était tout pour... ils ont tous été capables d'aller chercher le maximum de profit avec qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Donc, j'ai envie de te dire que, tu sais, même avec la diffusion, oui, c'est pas eux autres qui ont les droits, mais ils peuvent avoir été chercher certains profits et certaines un montant d'argent, oui. Donc, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais moi, avant tout, je pense que c'était un événement purement économique. Tu vois, on peut voir que il y a les billets pour la Coupe du Monde 2026 sont sortis, puis il y a des billets qui montent jusqu'à 2000 $ juste pour les phases de groupe, pour être assis à une certaine place dans le stade. Je pense que j'ai vu que les, les, les billets les moins chers montaient vers 500, 600 $, qu'est-ce qui est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on avait vu en 2022 qui valait à peu près 300, 200 $ le billet pour avoir une quand même bonne place. Donc, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que finalement, tu sais, tout à l'heure, t'en as parlé un peu, le 14 et tout, c'était un peu controversé. C'est sûr que ça fait des revenus, mais tu sais, pourquoi on l'a pas finalement boycott, cette Coupe du Monde-là? Est-ce que c'est pas justement pour le divertissement? On a envie de voir nos joueurs préférés? Est-ce que c'est vraiment juste ça? Tu sais, sinon, on l'aurait boycott, tu sais, si c'était juste économiquement, mais pourquoi il y a du monde qui se sont quand même portés au stade, tu sais? Mais c'est sûr que il y a un peu de divertissement là-dedans, oui, mais c'est avec le divertissement, j'ai envie de te dire que
on est capable de faire de l'argent, j'ai envie de te dire. Tu sais, quand on diffuse mettons, les publicités tu sais, en 2026, ça va être Coca-Cola, si j'ai bien vu le sponsor, un des sponsors. Fait que, tu sais, ils font des pubs. Oui, c'est le divertissement qui passe, mais je pense que le capitalisme en profite beaucoup plus que qu'est-ce que les gens croient vraiment. Donc, bon, tu sais, si on peut aussi porter une conclusion juste à ça. C'est sûr que, comme il vient de le dire, tu sais, divertissement, il y en a. Mais on est surtout sur un mouvement très capitaliste. C'est sûr que ça fait beaucoup de retombées économiques. Je pense pas qu'un pays le ferait. Même si je trouve vraiment que c'est plus axé vers le sport. C'est sûr qu'aucun pays pourrait se permettre d'accueillir ça justement si, tu sais, si c'était gratuit les billets, ça serait pas rentable de le faire. Tu construis beaucoup d'infrastructures, tu mobilises beaucoup de personnes pour faire ça. C'est sûr que ça fonctionne pas si c'était gratuit. Il faut des retombées économiques à un moment ou à un autre. On est bientôt à la fin. Il est donc important de rappeler que le capitalisme est le lien dominant entre les deux. Toutefois, il est clair que le capitalisme pousse parfois les personnes à agir de mauvaise façon, comme Hitler et les nazis qui ont vu leur haine grandir à cause des postes importants qui se sont ouverts aux Juifs, et ont donc tué plusieurs. Au Qatar, à cause de la volonté d'avoir des bonnes infrastructures, il y a eu plusieurs décès à cause des conditions de travail exécrables. Il est donc l'heure de mettre fin à notre balado entre tranchées et terrain. Ce fut un plaisir d'être votre animateur aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir écouté parler du Troisième Reich. J'espère que je vous en ai appris beaucoup plus. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous divulguer tout ce que j'ai fait pour ma recherche. Et merci de m'avoir écouté parler de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar et ses scandales. À la prochaine fois.